2. Assis dans son lit, les joues encore enfiévrées, même si, comme la Kenduskig, la fièvre allait en décroissant. Bill venait de finir le bateau, mais le mit hors de portée lorsque George tendit la main. « Va me chercher la paraffine maintenant. »« La quoi? C'est où? »« Dans la cave sur l'étagère, dans une boîte où il y a écrit « Gulf ». Apporte-la-moi, avec un couteau, un bol et des allumettes. » George ne discuta pas. Sa mère jouait toujours du piano, un autre morceau plus sec et prétentieux, qu'il n'aimait pas autant que la lettre à Élise. La pluie tambourinait régulièrement contre les vitres de la cuisine. Tous ces bruits étaient plutôt rassurants. Pas comme l'idée de la cave. Il ne l'aimait pas, et n'aimait pas en descendre les marches, s'imaginant toujours qu'il y avait quelque chose en bas, dans le noir. Idiot, bien sûr, comme disaient son père et sa mère, mais surtout comme disait Bill. Et pourtant... Même ouvrir la porte pour allumer lui répugnait, car c'était si exquisément stupide qu'il n'aurait osé en parler à personne. Car il redoutait qu'une horrible patte griffue ne vienne se poser sur sa main au moment où elle cherchait le bouton pour le projeter dans les ténèbres, au milieu des odeurs d'humidité et de légumes légèrement décomposés. Stupide. Des choses griffues et velues bavant du venin, ça n'existait pas. De temps en temps, un type devenait cinglé et tuait plein de gens. Chet Hunley en parlait parfois au journal du soir. Et bien sûr, il y avait les communistes, mais pas de monstres à la gomme habitant la cave. Il n'arrivait cependant pas à chasser cette idée. Au cours de ces interminables instants pendant lesquels il tâtonnait de sa main droite à la recherche de l'interrupteur, tandis que sa main gauche étreignait l'encadrement de la porte, la cave lui semblait remplir l'univers, et les odeurs d'humidité, de poussière et de pourriture se confondaient en une seule, inéluctable, celle du monstre. Le monstre. L'odeur d'une chose sans nom. Ça sentait ça. Ça qui était accroupi, prêt à bondir. Une créature prête à manger n'importe quoi, mais particulièrement friande de petits garçons. Ce matin-là, il avait ouvert la porte et cherché interminablement le bouton, agrippé au chambranle, les yeux fermés, le bout de la langue dépassant du coin de la bouche comme une racine, cherchant désespérément l'eau dans un désert. Marrant? Tu parles. Tu t'es pas vu, Georgie? Georgie, quelle frousse du noir. Quel bébé. Le son du piano avait l'air de lui parvenir d'un autre monde, très loin, comme le bavardage et les rires de la foule sur une plage parviennent aux nageurs épuisés qu'emporte un courant sournois. Sa main trouve le bouton. Ah, le tourne. Rien. Pas de lumière. Oh, flûte. Le courant. George retira son bras comme d'un panier de serpents. Il recula d'un pas, le cœur cognant dans sa poitrine. La panne d'électricité, évidemment. Il l'avait oublié. Jésus-Christ. Et maintenant? Allait-il retourner dire à Bill qu'il ne pouvait pas ramener la paraffine parce qu'il n'y avait pas de lumière et qu'il avait peur d'être confronté à quelque chose dans l'escalier? Pas à un communiste ou à un assassin maniaque, non, mais à quelque chose de pire. Une main putréfiée allait ramper sur les marches et venir le saisir à la cheville. Un peu trop gros tout de même. D'autres riraient, mais pas Bill. Il serait furieux, il dirait « Grandis un peu, Georgie. Veux-tu ce bateau, oui ou non ?» Comme si cette idée l'avait traversé, Bill lança de la chambre. « Tu prends racine ou quoi, Georgie ?»« Non, je l'ai, Bill, » répondit-il aussitôt, se frottant le bras pour en faire disparaître la chair de poule qui le trahissait. « J'en ai profité pour boire un verre d'eau. »« Grouille !» Il descendit donc les 4 marches qui le mettaient à portée de l'étagère, le cœur dans la gorge, les cheveux de la nuque au garde-à-vous, les mains glacées, convaincu qu'à tout instant, la porte de la cave allait se refermer toute seule, obstruer la lumière qui tombait des fenêtres de la cuisine, et qu'il entendrait alors ça, qui était pire que tous les cocos et les assassins du monde, pire que les Japs, pire qu'Attila, pire que les abominations de 100 films d'horreur. Et son grondement grave emplirait ses oreilles pendant quelques secondes folles avant qu'il ne se jette sur lui pour lui déchirer les entrailles.
l'odeur était pire que d'habitude, à cause de l'inondation. La maison sur Witcham Street n'était pas loin du sommet de la colline et avait donc échappé au pire, mais l'eau s'était infiltrée dans les anciennes fondations et l'air empuanti invitait à ne respirer qu'à petits coups. George farfouilla aussi vite qu'il put parmi tout ce qui encombrait l'étagère. Des vieilles boîtes de cirage kiwi, des chiffons, une lampe à pétrole inutilisable, des bouteilles à peu près vides, une ancienne boîte plate de cire la tortue. Celle-ci attira son attention, sans raison, et il passa bien 30 secondes, hypnotisé, à admirer la tortue qui ornait le couvercle. Puis, il la rejeta, et vit enfin, derrière, la boîte carrée avec le mot « Gulf » écrit dessus. George s'en empara vivement et bondit vers la porte, soudain conscient qu'un pan de sa chemise dépassait et convaincu que cela signifiait la fin pour lui. La chose, dans la cave, allait presque le laisser sortir, puis le saisirait par la chemise, le ferait tomber et... Il referma bruyamment la porte dans son dos. Il y resta appuyé, les yeux clos, transpirant du front et des aisselles, agrippé à la boîte de paraffine. Le piano s'arrêta et la voix de sa mère flotta jusqu'à lui. « Tu devrais la fermer un peu plus fort une autre fois, Georgie. Peut-être arriveras-tu à casser l'une des assiettes du service dans le dressoir, si tu essayes vraiment. »« Je m'excuse, maman. »« Espèce de taré. » C'était Bill, parlant à voix basse pour ne pas être entendu de leur mère. Georgie eut un petit reniflement. Sa peur s'était évanouie aussi rapidement qu'un cauchemar lorsqu'on se réveille et qu'on regarde autour de soi, pour s'assurer que rien de cela n'était vrai. Un pied par terre, on en a oublié la moitié, sous la douche, les 3/4, et au petit déjeuner il n'en reste plus rien. Plus rien, jusqu'à la prochaine fois, où sous l'emprise d'un nouveau cauchemar toutes les frayeurs remonteront. Cette tortue, se dit George en tirant le tiroir où se trouvaient les allumettes. Où est-ce que je l'ai déjà vue? La question resta sans réponse, et il n'y pensa plus. Il prit les allumettes, le couteau, lame tournée à l'extérieur comme papa lui avait appris, et le petit bol qu'il trouva sur le dressoir, dans la salle à manger. Puis il retourna dans la chambre de Bill. « Qu'est-ce que t'es trouduc, Georgie ?» dit Bill d'un ton aimable, en repoussant l'attirail de malade qui encombrait sa table de nuit. Un verre vide, une carafe, des Kleenex, des livres, un flacon de Vicks, dont l'odeur resterait pour Bill éternellement associée aux bronches chargées et au nez coulant. Sans oublier le vieux poste Philco, qui ne jouait ni Chopin ni Bach, mais un air de Little Richard. Très doucement, si doucement même qu'il en perdait toute sa force primitive. Leur mère, pianiste formée à la Juilliard School, avait le rock'n'roll en horreur. « Je suis pas un trouduc, » dit George, qui s'assit sur le bord du lit et posa les objets sur la table de nuit. « Si, rien qu'un grand trouduc marron sur pattes. » George essaya d'imaginer un gosse correspondant à cette description et se mit à pouffer. « Ton trouduc est plus grand qu'Augusta, » dit Bill, qui pouffa à son tour. « Ton trouduc est plus grand que tout l'État, » répliqua George, ce qui suffit à plier les deux garçons en deux pendant plus d'une minute. S'ensuivit une conversation à voix basse, de celles qui n'ont de sens que pour les petits garçons. Qui était le plus gros trouduc? Qui avait le plus gros trouduc? Quel trouduc était le plus marron? Et ainsi de suite. Finalement, Bill lâcha l'un des mots interdits, accusant George d'être un gros trouduc marron merdeux, et ils éclatèrent de rire, ce qui déclencha une quinte de toux chez Bill. Elle s'atténuait un peu, le visage de Bill avait pris une teinte aubergine qui commençait à inquiéter George, lorsque le piano s'arrêta. Tous deux regardèrent en direction de la porte, l'oreille tendue vers le grincement du tabouret et le bruit des pas impatients de leur mère. Bill enfouit la tête dans le creux de son bras, étranglant la fin de la quinte tout en indiquant la carafe de sa main libre. George lui versa un verre d'eau qu'il avala. Le piano reprit. De nouveau, la lettre à Élise. Jamais Bill Lebègue n'oublierait ce morceau. Bien des années plus tard, elle lui donnerait encore la chair de poule. Le cœur lui manquerait et il se dirait « C'était ce que jouait maman le jour de la mort de George. »« Tu vas tousser encore, Bill ?»« Non. » Bill tira un Kleenex dans lequel il fit tomber un crachat épais avant de le rouler en boule et de le jeter dans une corbeille déjà à demi pleine de déchets identiques.
Puis il ouvrit la boîte de paraffine et prit un cube à l'aspect cireux du produit dans le creux de la main. George l'observait attentivement, mais en silence. Bill n'aimait pas être bombardé de questions quand il faisait quelque chose, et George savait que son frère finirait par lui donner des explications s'il se taisait. À l'aide du couteau, Bill coupa un petit morceau de paraffine qu'il plaça dans le bol. Puis il enflamma une allumette et la posa dessus. Les deux garçons observaient la petite flamme jaune, tandis que le vent lançait des rafales affaiblies contre la fenêtre. « C'est pour l'imperméabiliser, sinon il va s'imbiber d'eau et couler, » dit Bill. Avec George, son bégaiement s'atténuait pour disparaître parfois complètement. À l'école, en revanche, il pouvait être tel qu'il lui était impossible de parler. Tandis que ses camarades regardaient ailleurs, il restait paralysé, étreignant les rebords de son bureau, la figure prenant peu à peu la même teinte rouge que ses cheveux, les yeux réduits à 2 fentes par l'effort qu'il faisait pour chasser 1 ou 2 mots de sa stupide gorge. La plupart du temps, les mots finissaient par sortir. Parfois, rien ne venait. Une voiture l'avait renversé quand il avait 3 ans, et il était resté 7 heures inconscient. Maman attribuait à cet accident l'origine du bégaiement. George avait quelquefois l'impression que son père, et Bill lui-même, n'en étaient pas aussi sûrs. Dans le bol, la paraffine avait presque complètement fondu. La flamme pâlit, vacilla et s'éteignit. Bill plongea un doigt dans le liquide et le retira vivement avec un sifflement retenu. Il eut un sourire d'excuse. « Brûlant, » dit-il. Au bout de quelques secondes, il recommença et se mit à badigeonner les flancs du bateau, où la paraffine, séchant rapidement, se transforma en une pellicule laiteuse. « Je peux en passer moi aussi ?» demanda George. « Oui, mais n'en mets pas sur la couverture, sinon tu vas voir maman. » George plongea à son tour le doigt dans la paraffine encore chaude, mais supportable, et barbouilla l'autre côté du bateau. « Pas tant, Trouduc !» fit Bill. « Tu veux le faire couler dès sa première sortie ?»« Excuse-moi. Ça va, mais fais attention. » George termina son côté, puis tint le bateau dans ses mains. Il était un peu plus lourd, mais à peine. « Au poil !» dit-il. « Je vais aller le faire naviguer. »« Ouais, vas-y, » répondit Bill, l'air soudain fatigué et encore patraque. « Je regrette que tu ne viennes pas. » George était sincère. Bill avait tendance à devenir autoritaire, mais il avait toujours les idées les plus chouettes, et il ne le frappait à peu près jamais. « Après tout, c'est ton bateau ?» ajouta-t-il. « Moi aussi j'aurais aimé venir, » fit Bill d'un ton morose. « Eh ben, » George dansait d'un pied sur l'autre, le bateau à la main. « Mets ton ciré, sans quoi tu vas te choper un rhume, comme moi. »« Trop tard, sans doute, j'ai dû te refiler mes microbes. »« Merci, Bill. C'est un bateau super. » Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps et que Bill ne devait jamais oublier. Il se pencha sur lui et l'embrassa. « Ce coup-ci, tu vas vraiment l'attraper, Trouduc, » dit Bill. Mais il avait tout de même l'air content, et il sourit à son frère. « Et n'oublie pas de ranger ce bazar, sans quoi maman va grimper au rideau. »« T'en fais pas. » Il ramassa les objets et traversa la chambre, le bateau en équilibre instable sur la boîte de paraffine, elle-même de travers dans le petit bol. « Georgie ?» George se retourna pour regarder son frère. « Fais attention. »« Bien sûr. » Son front se plissa légèrement. C'était quelque chose que disait maman, pas son grand frère, aussi étrange que le baiser qu'il lui avait donné. « Bien sûr que je ferai attention. » Il sortit.